Nous allons maintenant lire la presse internationale. Revue de presse signée Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomène. Dans la presse internationale de ce vendredi matin, premier coup de projecteur sur la conférence annuelle de l'Organisation de la coopération islamique en Turquie. Cette conférence s'est réunie à Istanbul. Elle a réuni effectivement 30 chefs d'État, 50 pays. Et la priorité de cette 13e édition, c'était la lutte contre le djihadisme. Et elle était aussi censée apaiser la région. Le journal turc Hürriyet News, que vous voyez ici, titre à ce sujet sur le terrorisme devenu le problème principal dans le monde musulman. La Turquie a d'ailleurs annoncé à cette occasion la création d'une nouvelle organisation, une sorte d'Interpol. Interpol islamique basé à Istanbul pour coordonner la lutte antiterroriste dans la région. Le journal qui souligne également la nécessité aussi d'unité du monde musulman face au terrorisme et l'appel à défendre les minorités musulmanes, parfois oubliées des territoires qui sont ici qualifiés d'occupés. Référence ici à la Palestine, au Karabakh ou encore à la Crimée. Mais cette conférence est loin de susciter l'enthousiasme et l'approbation dans la presse arabe. Certains médias comme le site panarabe Rai Al-Yaoum, qui est basé à Londres et qui est connu aussi pour ses positions anti-saoudiennes, lui juge ce sommet comme le plus mauvais de l'histoire de l'Organisation de coopération islamique. Un sommet, dit-il, qui a réuni tous les maux et tous les différends au sein du monde musulman. Pour le site, cette Organisation de coopération islamique est trop divisée pour trouver des solutions, que ce soit au terrorisme, à l'islamophobie ou à la Palestine. Au contraire, selon Rai Al-Yaoum, elle ne fera que les aggraver. On en vient à cette polémique. Après la visite du roi Salman en Égypte, elle s'est soldée par l'annonce de la construction d'un pont gigantesque entre les deux pays et la rétrocession de 2 îles appartenant à l'Égypte. Oui, c'est bien ces 2 îles, celles de Tiran et de Sanafir, stratégiques pour le contrôle du port du Golfe d'Aqaba, qui suscite aujourd'hui l'indignation des Égyptiens. Et cela, même si cette offre se fait en contrepartie de milliards de dollars. Le journal égyptien Eshorouk, que vous voyez ici, titre sur le gouvernement qui est accusé de vendre son territoire. 7 plaintes de parlementaires et d'avocats ont été déposées contre la décision du général Al-Sisi. Certaines personnalités qui réclament aujourd'hui que soit organisé un référendum en Égypte, comme le prévoit notamment la constitution égyptienne. Très critique également le journal libanais As-Safir. Pour lui, cet arrangement entre le pouvoir égyptien et saoudien a soulevé un vent de colère au sein de la société égyptienne. Au-delà du fait que ces populations ont été mises devant le fait accompli, il y a l'histoire de ces îles. Elles ont toujours été un sujet litigieux entre l'Égypte et Israël. C'est la fermeture du détroit de Tiran par Nasser en 67 qui a notamment provoqué la guerre avec Israël. Il y avait donc dans la mémoire collective égyptienne l'idée que l'appartenance de ces îles à l'Égypte était non négociable. Dans la presse internationale également, Sandrine, cette émission avec le président russe Vladimir Poutine, elle est baptisée Ligne directe. C'est une émission dans laquelle le président russe se prête au jeu des questions-réponses avec les Russes. Oui, Philomé, c'est une émission que connaît bien Vladimir Poutine. Il y est habitué. C'est sa 14e séance de questions-réponses avec les Russes. Une émission fleuve de 3h40 qui est très regardée. Le chef du Kremlin a répondu à pas moins de 80 questions. Et le Moscow Times revient sur les moments les plus mémorables, ceux qu'il ne fallait pas rater. Alors, exemple, quand une moscovite parle de la crise économique et qu'elle demande au président ce qu'il était obligé, lui, d'économiser par temps de crise, il répond du tac au tac, le temps, dit-il. Donc c'est le temps qu'il faut économiser pour lui, car c'est la chose la plus chère que nous avons, dit-il. Les questions sont parfois aussi farfelues que les réponses, comme cette question d'une petite fille de 12 ans qui demande au président si le président ukrainien Porochenko et le président turc Erdogan se noyaient. Qui sauveriez-vous en premier ? Réponse de Vladimir Poutine. Si quelqu'un a décidé de se noyer, il est impossible de le sauver. Du point de vue de la presse anglo-saxonne à présent, au-delà des réponses parfois improbables, Vladimir Poutine aurait montré un côté plus vulnérable, plus compatissant que lors des autres émissions passées. Ça, c'est ce que nous dit le New York Times. Fini les longues diatribes contre les États-Unis ou la Turquie. Il s'est voulu plus proche des Russes ordinaires, des petits
artisans, des pêcheurs, eux aussi touchés par la crise économique. Et le Guardian, lui, a en revanche retenu les questions et la réponse de Vladimir Poutine sur les Panama Papers. Droit dans ses bottes, le président russe a reconnu que les Panama Papers disent vrai sur la Russie. Un de ses amis proches a bien des comptes offshore pour un montant de 2 milliards de dollars. Mais pour lui, tout cela n'a rien d'illégal. Il met en cause notamment les juristes occidentaux de semer un peu la zizanie et la confusion dans l'esprit des gens. Merci Sandrine Gomez. C'était la revue de presse internationale sur France 24.